Et bonjour à tous, bienvenue pour ce neuvième numéro de La Perme. Alors, je vous rappelle que La Perme, c'est une émission exceptionnelle en cette période de confinement. Le but, c'est d'être un journal politique du confinement. Et je vous rappelle aussi que Parole d'honneur est un média composé de militants bénévoles. Et nous souhaitons pas seulement être un simple média, mais aussi être un média de combat. Et donc, nous n'avons pas pour but simplement de diffuser l'information, mais aussi de peser, d'avoir du poids et d'être une force de proposition et de dégager des pistes de lutte pour lutter maintenant, mais aussi après le confinement. Si vous souhaitez soutenir notre démarche et soutenir l'émission et l'équipe, vous pouvez déjà commencer par partager l'émission. Vous prenez 2 petites secondes, vous appuyez sur le bouton partage et vous partagez l'émission. Comme ça va aussi amener un plus grand nombre et ça va permettre à plus de gens de participer au débat. Vous pouvez aussi déjà liker et vous pouvez aussi vous abonner à la page pour ne rater aucune actualité et pour ne rater aucune émission qui va arriver dans les prochains jours. Et enfin, pour un dernier moyen de nous soutenir, c'est de nous faire des dons via le lien qui doit s'afficher sur la page. Alors, comme je le répète sans cesse durant ces émissions, on ne vit pas seulement une crise sanitaire, mais on vit une crise politique qui soulève plein de problématiques et des problématiques qu'on compte soulever durant ces différents numéros avec différents invités qui vont parler des sujets qui les concernent. Mais on a aussi voulu faire avec la PERM, donner la possibilité aux internautes d'interagir et de réagir en posant les questions et des remarques aux invités qui seront un plaisir de répondre. Donc, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions et remarques dans la section commentaires de la vidéo. Alors, pour ce neuvième numéro, on va parler de confinement et de santé mentale. Et on a décidé de donner la parole aux professionnels, aux spécialistes. Et pour en discuter, on a l'honneur de recevoir tout d'abord Mathieu Bellassène. Bonsoir Mathieu. Je ne sais pas s'il m'entend. Mathieu, bonsoir. 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 Alors, toi, tu es psychiatre, tu es engagé depuis plusieurs années dans les mouvements sociaux contre la destruction des services publics, notamment hospitaliers, et plus précisément en ce qui te concerne les services psychiatriques. Et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La santé mentale vers un bonheur sous contrôle, édité à la Fabrique en 2014. Et tu es aussi co-auteur avec Rachel Knabel de La révolte des psychiatres, les ripostes à la catastrophe gestionnaire, édité à la découverte. La psychiatrie. Psychiatrie. De la psychiatrie, C'est les pardon. révoltes de la La révolte de la psychiatrie. La révolte de psychiatrie, la pardon. psychiatrie. Parce que les Pardon, oui. psychiatres, ils se révoltent pas beaucoup. Ah, il y en a quelques-uns comme toi. Donc, la révolte de la psychiatrie, les ripostes à la catastrophe gestionnaire, c'est édité à la découverte et c'est sorti il y a un mois, quoi. C'est tout récent. Exactement. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Dr Samar Jabre, qui est en direct de Jérusalem. Alors vous êtes psychiatre, vous êtes psychothérapeute et vous êtes auteure palestinienne. Une grande partie de vos travaux portent sur les dommages psychologiques de l'occupation israélienne, à la fois au niveau de l'individu, mais aussi de la communauté palestinienne. Et vous êtes l'auteur de Derrière les fronts, chronique d'une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation, PNM édition, et c'est sorti en 2018, c'est ça? Oui, ça c'est vrai, oui. Voilà. Bonsoir à vous. Alors, avant de vraiment rentrer dans le débat et de vraiment rentrer dans le sujet, on va commencer déjà à prendre des nouvelles. Je voulais savoir comment ça se passait pour vous dans cette période exceptionnelle. Je pense qu'en tant que psychiatre, vous devez être sur le front, donc ce n'est pas du tout un temps de repos. Donc, comment ça se passe pour vous? On va commencer par vous, Mathieu Bellassem, en ce moment. Alors, comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que moi, j'entends qu'à moitié, mais comment ça se passe? En fait, en ce moment, on fait l'inverse de ce qu'il faut pour prendre en soin psychiquement des gens. C'est-à-dire qu'on fait une antipsychiatrie forcée, mais antipsychiatrie dans le mauvais sens du terme, à savoir que tout ce qui fait le lien avec les gens, ce qui fait le contact, et ben là, en ce moment, on fait l'inverse. À savoir qu'on remet des blouses, on remet des distances, des barrières entre les patients et nous, alors que notre boulot quotidien, c'est justement d'être au plus proche des gens. Donc, par exemple, nous, un truc très simple, c'est notre service, on a une porte ouverte. La porte est ouverte, donc les gens, il y a une liberté de circulation. Depuis 3 semaines, depuis qu'on a plusieurs cas dans le service Covid, la porte s'est refermée, il n'y a plus du tout de temps collectif et de temps commun, on ne fait plus d'activité thérapeutique physique avec les patients.
On en fait au travers de la radio, au travers de médias comme là, Skype et tout ça. Mais par contre, on s'est complètement refermé, on s'est enfermé avec les patients. Et ça, c'est pour l'hôpital, mais sur le secteur, c'est-à-dire sur le dispositif en ville, dans la cité, on a arrêté tous les groupes très petits pour respecter les mesures barrières et limiter la transmission du virus. Donc voilà, ça a imposé plein de remaniements. Il faut dire que chacun réagit avec son style, avec son symptôme. Pour ceux qui étaient déjà isolés, l'isolement pèse pas trop pour le moment. Pour ceux qui sont très angoissés, qui ont besoin de contact, ça pèse beaucoup. Voilà, il n'y a pas de normes, chacun réagit avec comment il est, mais ce qu'on voit, c'est voilà, que les lieux psychiatriques sont des lieux en ce moment où on partage tous ensemble la catastrophe, et donc ça c'est intéressant quand même, c'est-à-dire que dans la catastrophe, il y a le pire, ça peut être le pire de l'asile, comme il peut y avoir le meilleur, c'est-à-dire le meilleur du lien, avec les gens, de solidarité nouvelle. Voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire de manière générale pour le moment. D'accord. Et pour vous, Samarja, en ce moment, est-ce que je ne sais pas comment ça se passe pour l'instant chez vous. Est-ce qu'il y a un confinement? Est-ce qu'il n'y a pas un confinement? Et comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous avez beaucoup plus de travail que d'habitude? J'entends pas du tout. Euh, J'entends rien. il y a un état d'urgence. Ça dépend d'où on parle, en fait, parce que c'est la situation en Palestine, c'est très hétérogène. J'habite à Jérusalem, je travaille en Cisjordanie, je suis responsable pour tous les services de santé mentale en Cisjordanie, mais je suis en contact aussi avec les collègues à Gaza. Et la situation, il est différente d'un territoire à l'autre. Alors, à Jérusalem, c'est les mesures israéliennes qui sont impliquées. En Cisjordanie, l'état d'urgence était annoncé le 6 mars. C'était plus tôt que les autres pays et dans notre entourage et en Europe. Je vais expliquer plus tard pourquoi c'est comme ça. Et puis le 10 mars, on a créé ou adapté une réponse psychiatrique, une réponse de santé mentale à cet état d'urgence qui prend en considération d'éviter la collapse, la rechute totale du service de santé mentale et aussi pour créer un hotline pour répondre aux appels des gens angoissés par cette situation et aussi pour faire ce qu'on appelle psychological first aid, une aide d'urgence pour les gens qui sont infectés et pour les membres de leur famille. Je travaille plus pendant le confinement, pendant l'état d'urgence, parce que je suis responsable pour les services de santé mentale en Cisjordanie. Et alors, j'essaie d'organiser avec toute l'organisation qui dans le milieu de santé mentale pour créer une réponse nationale à cette situation. Et en même temps, on essaye d'aider les gens, les collègues à Gaza, même si à Gaza, la situation elle est moins intense que la situation en Cisjordanie. D'accord. Je pense qu'on va creuser ça au fil de la discussion. Est-ce que vous m'entendez là, Mathieu Bellassem? J'entends très peu. J'ai pas beaucoup entendu la réponse, c'est dommage. Bon, j'invente entre les mots, quoi. on va essayer ça. Peut-être que Omar pourra régler ça. Omar de la technique, on va voir. On va essayer de continuer comme ça. Alors, pour commencer de façon assez générale et par une question un peu naïve, est-ce que des périodes exceptionnelles comme celles qu'on vit en ce moment, est-ce qu'elles sont propices à une accentuation des soucis au niveau psychologique, psychique et qu'en est-il aussi des personnes déjà malades? Qui veut commencer? On va commencer par vous, Mathieu. Ouais, écoutez, en fait, les moments de catastrophe, ça peut être des moments…
Oui, vous m'entendez là? oui, Qui ont des délires, qui ont des choses très compliquées, peuvent en fait aller mieux. C'est-à-dire comme la catastrophe est partagée par l'ensemble de la société, par l'ensemble du lien social, eh ben, les gens ont des ressources. Par exemple, nous, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ont été abandonnés, eh bien, vous avez tout un tas de patients qui sont sortis des hôpitaux et puis qu'on a pu revu parce qu'ils allaient mieux. Et par contre, là où c'est le plus dur, c'est pour les personnes, on va dire, entre guillemets, ordinaires, les normopathes, voilà, qui n'ont pas l'habitude d'être enfermés en eux-mêmes, ou qui n'ont pas l'habitude d'être enfermés chez eux quand ils ont un chez eux. Et du coup, si vous voulez, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que les moments de catastrophe, ce sont des moments de partage qui peuvent être, encore une fois, j'insiste vraiment sur ces deux versants, c'est à la fois le partage du pire, voilà, où des gens meurent, où des gens sont dans un dénuement absolu, et aussi le partage de solidarité nouvelle. Vous voyez. Et du coup, nous, ce qu'on voit là dans le service, c'était dit qu'ils ne supporteraient vraiment pas le confinement. Bah, ils le supportent incroyablement. Même, ils nous soignent un peu, nous, les soignants, en nous disant, mais alors, comment vous allez, vous supportez, et tout ça, parce que nous, on a l'habitude d'être enfermés, mais pas vous. Bon, et du coup, vous voyez, c'est vraiment indéterminé comme issue. Voilà, ce que je peux vous dire comme ça, rapidement. Et pour vous, Samar? Et oui, c'est un moment intense dans lequel on voit des difficultés pour les grands publics. Et au début, il y avait une réaction qui minimise la situation, qui considère qu'il y avait une colère exprimée contre les mesures, contre le gouvernement et le ministère de la Santé palestinienne. Et puis, quand les gens ils ont commencé à apprendre qu'est-ce qui se passe dans des autres pays, surtout en Italie, et aussi comparer la situation en Palestine avec la croissance des cas dans le côté israélien qui ont fermé et imposé le confinement plus tard que les Palestiniens. Alors les gens ils ont compris que les mesures étaient bien adaptées à notre situation. Il y avait aussi une réaction d'angoisse, surtout pour les gens les plus âgés et les gens qui prennent soin des gens âgés. Il y avait l'angoisse que le système médical peut devenir incapable de répondre à notre situation. En fait, parce que nous sommes conscientes de nos limites en Palestine par rapport aux chiffres des machines pour la respiration, ventilateurs. Le gouvernement palestinien en Cisjordanie, il a 58 machines, seulement 58 machines pour une population de 3 millions. Et puis dans les services médicaux privés, il y avait 150. Alors on était forcés à prendre les mesures préventives, de faire beaucoup de mobilisation pour l'éloignement social, pour sensibiliser les gens à ce qu'ils peuvent faire dans leur maison et dans leur contact avec les autres pour minimiser la demande sur les hôpitaux. Et je pense l'attitude de responsable et de la ministère de la Santé était très participative, très transparent. Et ça nous a beaucoup aidé pour gérer cette situation. Et en fait, maintenant, il y a une période d'angoisse importante chez les gens parce qu'il y a peut-être 45 000 jeunes Palestiniens qui travaillent comme... ils sont des travailleurs chez les Israéliens. Et ce soir,
c'est la vacance de Pessah chez les Israéliens. Ces jeunes, ils vont retourner dans les territoires palestiniens. Déjà, les cas infectés chez les Palestiniens étaient parce que les Palestiniens, elles ne sont pas des frontières, ils ne contrôlent pas leurs frontières. Alors, c'est à travers les Israéliens et les Palestiniens qui travaillent chez les Israéliens qu'on a attrapé les virus. Maintenant, l'angoisse, quand ces gens reviennent en Palestine avec ce chiffre très important, si les gens ne font pas tout ce qui est nécessaire pour l'éloignement social, surtout quand on parle des jeunes, il y a des gens qui ne sont pas symptomatiques. Ils peuvent traverser, infecter les autres sans être conscientes de la possibilité qu'ils sont des porteurs de virus. Alors, l'élément le plus important pour nous, c'est l'éducation du public et la sensibilisation. Et je vois, il y a beaucoup de gens, des personnels médicaux qui font un travail très important à parler directement avec les groupes. Il y a aussi des porte-paroles des figures religieuses qui prennent cette responsabilité. Et ça, je pense que ça marche pour nous. Nous sommes conscients de nos limites et de nos possibilités. Et les gens, il y a un niveau d'angoisse qui n'est pas pathologique. Je pense qu'il est bien adapté à notre situation et ça aide les gens à gérer cette situation. C'est important ce que vous venez de dire, le fait que... pas comme nous, hein. Oui, c'est important ce que vous dites, là, le fait d'être conscient des limites et du fait que vous savez qu'il y a peu de moyens, notamment hospitaliers, parce que dans le cas de la France, ce qui choque beaucoup de gens, c'est que les hôpitaux sont dépassés, qu'il n'y a plus vraiment de moyens, qu'il n'y a pas d'outils, que le personnel est vraiment dépassé. Est-ce que, Mathieu Ballassen, est-ce que vous êtes surpris par ce constat? Et est-ce que vous faites le même constat en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques? Écoutez, nous, on a Super Macron au pouvoir. Normalement, il n'y avait pas de problème, tout était formidable, voilà. Or, dans la réalité, ce qu'on s'est aperçu à l'hôpital public, ça fait quand même des années et des années qu'on est en grève, qu'on manifeste, qu'on raconte l'incurie absolue du fait du néolibéralisme. Parce que quand vous disiez tout à l'heure, c'est une crise politique, mais bien sûr, c'est une crise politique parce que le néolibéralisme s'est infiltré à l'hôpital public, l'a transformé et a non seulement vendu tout au privé, mais a fait que le public se transforme en privé. Bon. Et du coup, il nous a privé de tout. Et donc, on a été privé surtout des gens, des moyens, des services. Et donc, si vous voulez, cette catastrophe, elle arrive sur un déni qui est le déni du fait qu'il n'y a plus de moyens à l'hôpital. Enfin, il n'y a plus de moyens suffisants. Il n'y a plus de moyens suffisants pour faire face à la vague, là, comme on l'a appelé, ces derniers temps. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'on n'ait plus de masques, c'est pas étonnant qu'on n'ait plus de gel hydroalcoolique, c'est pas étonnant tout ça, puisque c'était organisé, pas consciemment, mais c'était organisé du fait du lean management, par exemple, le fait qu'on marche tout à flux tendu. L'hôpital s'est réorganisé autour du lean management, c'est-à-dire moins vous avez de stock, mieux vous vous portez, et plus vous faites d'économies. Donc forcément, on arrive, on n'a plus de masque, on n'a plus de gel, on n'a plus de protection, on n'a plus de personnel. Il faut dire quand même, hein, moi j'étais avec le printemps de la psychiatrie, avec le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux, on s'est quand même mobilisé 2 fois cette année, le 14 novembre et le 14 février, dans des manifestations qui n'ont jamais connu autant d'ampleur parmi tous les soignants. Donc c'était avant la crise du Covid. Et pour dire que ça suffisait bien d'organiser l'hôpital public autour finalement des finances, du fric, de la soi-disant bonne gestion qui était en fait toujours plus faire un boulevard au privé. Donc quand vous avez un imprévu qui arrive comme ça, bien entendu on est absolument dépassé. Et puis alors, nous, on n'a pas du tout eu de transparence, on a eu des mensonges, mais vraiment, et moi ça m'a foutu en rogne. Un exemple de ça, la semaine dernière, Mediapart publie un article qui dit que finalement, la Caisse des dépôts et consignations continue les mesures néolibérales à l'hôpital public. On a appris qu'à Nancy, dans le Grand Est, le CHU veut continuer à fermer des lits et tout ça. Bon.
Et dans le même temps, je reçois, moi, le matin, un remerciement du directeur général de l'Agence régionale de santé qui remerciait tous les soignants, les directeurs d'hôpitaux pour leur grande mobilisation, leur dévouement, pour les congratuler et tout ça. Mais on n'en a rien à foutre d'être remercié. Ce qu'on veut, c'est des moyens, et ce qu'on veut, c'est des moyens pour préserver la vie des gens. Or, l'hôpital public s'est organisé non pas pour soigner les gens, il s'est organisé pour faire des économies. Et les économies, ça ne fait pas des soins. Donc, si vous voulez, moi je suis hyper en colère parce que, si vous voulez, on va de mensonge en mensonge. Il fallait voir quand même Agnès Buzyn qui verse des larmes de crocodile, notre ancienne ministre de la Santé, pour dire qu'elle avait vu la crise, que machin. Mais elle se foutait de nous. Elle n'en avait rien à foutre. Juste après sa défaite. Et en plus, oui, juste après sa défaite, mais avant, elle n'en avait rien à foutre non plus. Et d'ailleurs, tous les collectifs interhôpitaux et interurgences ont refusé de l'avoir comme interlocutrice, en disant ça suffit, c'est plus le ministère de la Santé qui gouverne, c'est le ministère des Finances, c'est le Premier ministre, etc. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les services publics, ce ne sont plus des services au service du public. Ce sont des services au service de l'État et de l'État néolibéral, et qu'il faut qu'on se réempare, qu'on réinstitue du service public pour que les gouvernants soient obligés par rapport aux citoyens. Et il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas les gouvernants qui utilisent le service public quand ils en ont besoin, là, pendant la crise. Non, c'est les gouvernants ont une obligation vis-à-vis de nous, les citoyens. Et nous, en tant que citoyens, là, on doit se révolter, on doit faire la révolution sur ce qu'on veut comme service public. Et avoir un service public néolibéral qui continue comme ça suffit. Alors, on va revenir sur tout l'aspect politique, surtout actuellement. Là, je voudrais plus poser une question, on va dire, un peu plus médicale. Là, on vit une période de confinement, on vit une période d'épidémie. Quelles sont les incidences que ça peut avoir sur nous et aussi sur les personnes malades comme les personnes non malades? Est-ce que cette période peut changer le rapport qu'on peut avoir aux autres? Le virus, la contamination, est-ce que ça ne peut pas changer la façon dont on interagit avec l'autre, dont on perçoit l'autre, mais aussi la façon dont nous-mêmes on se perçoit, comme susceptible d'être contaminateur? Est-ce que ça ne peut pas changer aussi nos perceptions et notre façon d'aborder la vie sociale? Qui veut commencer? Mathieu? J'ai entendu que la moitié de la question, mais si ce que j'ai compris, la question, c'est que finalement, est-ce que ça nous modifie humain le moment du contact empêché avec les autres? Ça peut... Ouais, oui. Ah, j'entends plus rien. Bon, alors je vais y aller quand même, je vais même parler. Moi, je pense que ça nous modifie forcément parce qu'on vit une situation inédite. Donc, sauf si on est dans le déni en se disant tout est comme d'habitude, ce qui est quand même, à mon avis, pas le cas de la plupart des gens. Oui, ça va nous modifier, ça nous modifie déjà. Et là encore, ça peut nous modifier dans des solidarités nouvelles. Là, on a vu les manifs de confinement où les gens font des manifestations chez eux en mettant des draps, où il y a des concerts qui se font le soir de balcon à balcon dans les grandes villes, où il y a des solidarités avec des voisins qu'on ne parlait plus. Et ben là, les gens vont s'inquiètent de la personne âgée à côté, comment elle va, lui font les courses et tout ça. Bon. Donc, ça aussi, de la défiance. On a vu le réflexe des États qui ont fermé leurs frontières, qui ont vu encore une fois sur le fait que c'est l'étranger qui ramène le mal, etc. Enfin bon, on a vu le réflexe souverainiste qui se renferme, qui peut aussi revenir. Donc, on a les deux, quoi. Et psychologiquement, si vous voulez, les faits, c'est quand j'ai commencé à faire des entretiens chez les personnes, parce qu'on va au domicile, tout ça, avec un masque, avec toutes les protections, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais j'ai lutté toute ma carrière là, depuis 10-15 ans contre les blues, les machins, ça revient. Donc forcément, ça me fait un effet subjectif énorme, quoi. Mais pour autant, voilà, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire que ça peut créer des situations, mais aussi plus de solidarité. Donc, nous et tous de pousser dans le sens où on veut que ça aille. D'accord. Et pour vous, Samarja, dans le cas des Palestiniens qui vivent une situation de confinement bien plus grave et depuis plus longtemps, est-ce qu'il y a eu des incidences? Écoutez, je pense au niveau individuel, moi je rigole avec quelques collègues avec ça. Maintenant, peut-être la diagnostic TOC,
trouble obsessif-compulsif doit être éliminé du manuel psychiatrique. Parce que tout le monde, il doit se comporter dans une façon obsessive-compulsive par rapport à la propriété, à l'hygiène. Mais je pense que c'est un moment aussi important au niveau collectif du peuple palestinien. Le sens que les gens attribuent à cette expérience. Et pour nous, ce n'est pas la première crise et ce n'est pas la crise la plus difficile. L'expérience d'avoir une invasion militaire, une couvre-feu, plusieurs attaques ou guerres, c'est quelque chose de répétitif dans la vie des Palestiniens. Et c'est rare qu'on voit des comportements égoïstes et agressifs. Comme on a vu dans des autres pays, les gens ils sont vidés les supermarchés ou aux États-Unis, les gens ils ont acheté des armes. Par contre, en Palestine, la première ville en confinement était Bethléem. Et toutes les autres villes, ils ont commencé à envoyer des légumes, des choses à manger pour les gens en confinement. La deuxième observation était sur le langage utilisé par les responsables palestiniens. Ils ont commencé à utiliser les mêmes termes qui étaient utilisés par l'armée israélienne, comme couvre-feu. Et il y avait des protestations. Ils ont changé le terme. Ils ont utilisé le checkpoint. Il y aura des checkpoints entre une ville palestinienne et l'autre. Alors, les checkpoints gérés par la sécurité palestinienne, maintenant, ils s'appellent le checkpoint d'amour. Ils ont changé le vocabulaire. Je pense que c'est aussi un moment pour montrer l'altruisme, la coopération. Il y aura des changements. Je pense que ça dépend de comment on gère cette situation et quelles sont les conséquences que ça va apporter. Je pense que jusqu'à maintenant, on gère la situation dans une façon qui apporte plus de confiance pour les Palestiniens en eux-mêmes. Parce que, comme j'ai dit avant, nous sommes conscients de nos limites et on gère bien avec le peu de moyens qui sont valables pour nous. Jusqu'à maintenant, l'infection, il n'est pas hors contrôle et il y a seulement un cas qui est décédé, une personne qui est décédée dans cette situation. Et je pense notre ability à gérer cette situation sans agressivité, sans un sentiment de helplessness, de sentir qu'on ne peut rien faire, mais de garder notre capacité à agir, ça va contribuer à changer la représentation du peuple palestinien. Parce que souvent, la représentation créée pour les Palestiniens, qu'il faut les contrôler, il faut les agresser pour régulariser les gens. Et maintenant, je trouve que c'est la bonne communication, la transparence, l'éducation qui influence beaucoup le comportement des gens. Et si on sort bien de cette expérience, je pense que ça va contribuer bien à créer la confiance en soi chez les Palestiniens, changer les représentations des Palestiniens positivement. Et je pense que ça va aussi faire la communauté plus coopérative et plus altruiste face à une autre possibilité dans laquelle les gens les plus forts survivent et les gens les plus faibles, ils sont perdus. Oui, alors, vous dites tous les deux, dans cette temps de... Je peux rajouter un petit truc? Oui, allez-y, allez-y. Oui, allez-y.
Ouais, en fait, ce que je voulais rajouter par rapport à la situation française, c'est la question de l'imaginaire de la guerre. C'est-à-dire que quand Macron emploie cet imaginaire, nous sommes en guerre, il faut absolument dénoncer ça. C'est pas vrai. Il y a eu un très bon article dans Lundi Matin là, qui est paru pour montrer que finalement le virus, il montre juste ce qu'on voulait pas voir. Et il montre le poids des inégalités, le poids de la destruction déjà présente dans la société, etc. Et on ne fait pas la guerre à un virus, c'est faux. Que le pouvoir fasse la guerre aux soins, fasse la guerre aux pauvres, fasse la guerre aux marges, etc., depuis longtemps, et puis fasse la guerre à tout ce qui fait la solidarité, encore pas juste avant avec les retraites, c'est-à-dire où ils se servent d'un conseil des ministres exceptionnel pour faire passer en 49.3 les retraites, vous voyez, ça c'est la guerre, c'est une guerre sociale, mais il faut arrêter avec cet imaginaire de la guerre, parce que qui dit l'imaginaire de la guerre, dit il y a un chef, on ne contredit pas les ordres, parce que si on contredit les ordres, alors on se retrouve en prison, on se fait fusiller, vous voyez, et du coup, il faut être uni derrière le chef. Moi, je suis absolument, mais absolument contre cet imaginaire-là, parce que cet imaginaire, il politise d'une façon réactionnaire, à mon sens. Vous voyez. Alors, je vais poser une dernière question avant de passer aux questions des auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup. Là, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. On s'inquiète pour les malades et tout. Mais déjà, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du terme santé mentale? Qu'est-ce que ça signifie être santé mentale? Alors, à quoi ça renvoie? Et au fond, c'est quoi être malade mentalement? Est-ce qu'il n'y a pas un usage politique de ce qu'est être malade mentalement? C'est une large question. Moi, je peux... Ouais, Ouais, en fait, bon, moi j'ai fait le petit bouquin à la Fabrique là-dessus, c'est-à-dire le terme de santé mentale au départ, c'est un terme progressiste qui est lié finalement à comment faire pour accueillir la plupart des gens dans la cité, c'est-à-dire les plus malades, entre guillemets, les malades mentaux, les fous, etc. Et puis en fait, il y a eu une reprise néolibérale de la santé mentale, tant et si bien que maintenant la santé mentale, dans le livre vert de l'Union européenne, donc c'est pas n'importe quoi, l'Union européenne, il est dit avoir une population en bonne santé mentale permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. C'est le moment de la stratégie de Lisbonne, on a voté non, mais c'est oui quand même. Bon. Et du coup, la santé mentale, c'est maintenant un concept utilisé par le pouvoir pour finalement montrer qu'on a des ressources humaines de bonne qualité, par exemple en France. Hein. Et donc la santé mentale, c'est plus du tout un concept progressiste, en tout cas, ça a brouillé complètement les cartes entre la santé mentale version psychiatrique et la santé mentale version économique néolibérale, si vous voulez. Donc ça, c'est un premier échelon de réponse. Et l'autre échelon de réponse par rapport à la question de la maladie mentale, Jean Houry, qui est un psychiatre important de la psychothérapie institutionnelle, qui est un mouvement auquel moi je me réfère, disait qu'il y a une double articulation. Il y a à la fois, la personne peut avoir une aliénation propre, une aliénation psychologique propre, et en même temps, il y a toujours aussi l'aliénation de la société. Et du coup, vous ne pouvez pas dire d'un côté qu'il n'y a que la société qui aliène et qui rend fou les gens, et si on soigne la société, tout va aller mieux. Ça ira mieux, mais pas complètement. Et vous ne pouvez pas dire non plus, si on soigne médicalement ou psychiatriquement toutes les personnes de leur maladie, après, ils iront mieux, la société ira mieux. C'est vraiment une double articulation. Vous avez des situations sociales qui rendent fou et où il est malade, et il est normal même d'être fou dans certaines situations, notamment les situations de guerre, les situations de trauma, etc. Et il y a des situations, si vous voulez, il n'y a pas de cause entre guillemets externe, etc., où la personne ne va pas aller bien et même si elle est dans une société du bonheur le plus complet, elle ira quand même mal. Vous voyez. Donc voilà, il y a ces deux mouvements-là, on peut dire. Oui, il y a l'articulation entre l'individuel et le collectif. Vous voulez rajouter quelque chose, Samar Jab? Oui, si je peux ajouter, il n'y a pas cette dichotomie entre santé mentale et maladie. Les gens qui sont malades et les gens qui sont sains mentalement. Je pense que c'est une relation comme le revolving door. Il n'y a pas deux chambres différentes dans lesquelles il y a cette séparation. Et tout le monde, ils peuvent passer dans des phases. Et la santé, c'est un continuum. Et ça change avec le temps. Ça change aussi avec le contexte, avec les conditions.
Et souvent, ici en Palestine, parce que, OK, cette pandémie, c'est une situation qui est universelle, globale, mais on a l'habitude de gérer une situation qui crée beaucoup de stress, beaucoup de pression, qui est contextuelle, qui est dans le contexte. Mais souvent, on blâme les individus. On pointe vers les individus comme malades. Sauf que c'est le contexte qui est pathogène. Et alors, pour moi, c'est important de faire la différence entre la souffrance psychique, psychologique et la maladie psychologique. Et de différencier le problème, c'est dans le contexte ou dans l'individu. Et de réaliser qu'on parle d'un continuum. Il n'y a pas deux côtés. Quelquefois, il y a un mélange de tous ces aspects. Alors, on va commencer par les questions des auditeurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va essayer de faire une sélection. Il y en a vraiment plein d'intéressantes. Je suis désolé si je ne les prends pas tous. Hein. Alors, on va commencer par Comme des fous qui demande est-ce que la psychiatrie reste un outil de contrôle social? Est-ce que la psychiatrie reste un outil de contrôle social? Qui veut commencer? Oui, ça peut être un outil de contrôle social, bien sûr. Ça peut être aussi un moyen de contrôle politique. Ça existait dans le passé et ça existe jusqu'à maintenant dans plusieurs pays et plusieurs contextes. Si on n'aime pas, pour décrédibiliser des gens, on utilise souvent des termes, il est paranoïaque. Mais il est malade, il est mentalement, il est fou. Mais par contre, on ne dit pas il est diabète pour minimiser la crédibilité de quelqu'un. Alors, ça donne beaucoup de pouvoir pour les médecins et les professionnels et ça peut être un moyen de contrôle social et politique pour les autres. Mathieu Bellassène, vous nous entendez là? Ouais, j'entends très très mal, mais si vous voulez, la dimension de contrôle social, bien entendu qu'elle existe, mais c'est-à-dire que il faut essayer non seulement d'instituer des contre-pouvoirs dans l'institution psychiatrique pour que cette dimension du contrôle social, elle puisse être limitée. Et elle puisse aussi ne pas empêcher le soin réellement. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens qui ne vont pas bien du tout, il va falloir que vous puissiez les hospitaliser contre leur gré, mais par contre tout le travail, ça va être de comment transformer cette contrainte en une confiance, en une alliance thérapeutique, etc. Donc si vous voulez, le problème c'est quand la psychiatrie ne fait que le contrôle social et puis abandonne ce qui normalement fait son objet, c'est la relation humaine, c'est-à-dire comment des gens qui ont du mal avec le lien social, avec la relation humaine, vont pouvoir rentrer en relation. Vous voyez, voilà, Mais c'est plus complexe qu'on pourrait le croire. Il y a Atman Zerkaoui qui demande, alors ça c'est pour le docteur Samar Jab, qui demande y a-t-il une volonté politique de ne pas faire de dépistage envers les travailleurs palestiniens en Israël? Déjà, on a l'expérience dans laquelle quelques employés qui étaient remarqués par quelques ouvriers qui étaient remarqués par leurs employés d'avoir des symptômes, ils étaient jetés, vraiment c'est le mot, jetés à côté du checkpoint de leur village. Sans faire le test, sans faire le soin nécessaire. Ils sont tombés malades dans le côté israélien et ils étaient ramenés, jetés au checkpoint. Ils sont restés pendant 3 heures au milieu de la nuit jusqu'à ce que les Palestiniens ils sont notés qu'il y a des gens jetés au checkpoint. Et les Palestiniens, ils ne peuvent pas importer tout ce qu'ils veulent comme équipement médical.
on a une manque de PPE, personal protective equipment, et aussi le swab, le test. Et à travers les Israéliens, on a obtenu 10 000 tests. Et alors, on priorise. On n'utilise pas, on ne fait pas des tests pour tout le monde. Mais quand quelqu'un est suspecté d'avoir les virus à travers les symptômes ou à travers l'histoire qu'il a, par exemple, rencontré et communiqué avec quelqu'un affecté, on fait les tests autour de cette personne. Et alors, on utilise les peu de ressources valables pour nous, sagement, avec beaucoup de sagesse, pour minimiser la consommation de ce qui est valable pour nous. Et je pense comme ça, c'était utile à identifier les gens suspectés, mais on ne peut pas savoir c'est quoi la prévalence dans la communauté parce que les ressources sont très limitées. Ouais. Alors, et si je peux ajouter, parce que moi je parle de comment on gère en Cisjordanie, mais aussi à Jérusalem et dans la communauté palestinienne avec une citoyenneté israélienne, les Palestiniens de 48. C'est remarquable que le test il est fait beaucoup moins que la communauté israélienne. D'accord. Il y a un traitement raciste. Bien sûr, mais ce ne sont pas des nouvelles parce qu'il y a beaucoup de littérature qui montre comment les services médicaux ils sont inférieurs chez les citoyens arabes d'origine palestinienne, même s'ils sont la nationalité israélienne qui habitent dans la terre qui était occupée en 1948. Il y a une infériorité de service, il y a cet déséquilibre au niveau du service. Alors, on va continuer avec Sultan Galiev qui dit « La condition des fous, c'est le grand enfermement depuis le début de la modernité européenne. Ce confinement généralisé, où beaucoup de gens se plaignent de devenir fous, ne pourrait-il pas être une occasion pour ceux qui se croient normaux de changer leur regard sur la folie ?» Oh, c'est très joli. Qui veut commencer? Ça serait bien parce que c'est exactement ce que disent les nations. Vous voyez, vous aussi maintenant vous êtes enfermés, hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, et en effet, je crois que tout ce qui fait partage entre les personnes réputées malades, mentales ou qui ont des troubles, etc., et les personnes réputées normales, tout ça aussi, il faut se méfier, hein, comme a dit notre collègue. Mais je pense que est bon à prendre. C'est-à-dire que oui, partager le confinement, l'enfermement, bah oui, ça peut nous faire réfléchir. Par contre, il ne faudra pas trop vite le refouler, tout ça, parce que, vous savez, souvent, si le confinement est levé, à un moment donné, il sera levé, on pourrait repartir à nos vies précédentes sans en faire l'expérience. Et je crois que, tout comme on doit faire une expérience de la maladie pour vraiment nous transformer intérieurement, on doit faire une expérience aussi de ce moment qu'on a vécu, à savoir le confinement, pour transformer nous-mêmes et puis la société. Samar Jab, vous voulez rajouter un point? Par association d'idées, ça me rappelle une conversation que j'avais avec un jeune qui m'a dit comment elle était punie par les parents. Il l'a mis au coin pour réfléchir ce qu'elle a fait quand il fait des fautes. Et il y a des gens qui vivent cette expérience d'isolement, de confinement, comme une période de punition dans laquelle ils doivent rester dans leur chambre, dans les coins, pour réfléchir comment ils ont heurté la nature, comment qu'est-ce que les gens peuvent... qu'est-ce que les gens font pour
créé cette situation. Mais je dois dire que je pense les Palestiniens, ils vivent l'isolement médical ou les confinements dans une façon moins douloureuse que les Français ou que des autres régions. Parce qu'on a beaucoup de gens déjà, il y a 20% du peuple palestinien qui étaient en prison. Alors, ils savent qu'est-ce que ça veut dire d'être en prison. Alors, d'être confiné dans votre maison, c'est la prison 5 étoiles. C'est pas... Il y a beaucoup de gens qui étaient dans une isolation totale, dans une cellule très, très étroite et sombre et sans fenêtre. Alors, ils ne se plaignent pas beaucoup de ça. L'inquiétude la plus importante, ce n'est pas le confinement, c'est le dommage économique qui va venir. Et l'impact économique, ça va être très difficile pour les Palestiniens, surtout parce que déjà la situation elle est très faible pour les Palestiniens et il y a beaucoup de gens qui, avec beaucoup de difficultés, ils ont créé un business privé faible et je pense que cette expérience, elle va démolir leur business et c'est l'inquiétude la plus importante, pas le conflit. D'ailleurs, sur cette question, il y a 2 jours, on a fait une émission sur l'épidémie au Moyen-Orient avec Nicolas Dopouillard et Hajar Alem, et qui parlait effectivement des crises qui vont arriver, et notamment des crises alimentaires dans cette région. Donc, j'invite les gens à aller voir cette émission très intéressante juste après celle-là, donc sur l'épidémie au Moyen-Orient et les conséquences que ça peut avoir. On va continuer avec Domlak qui dit « Quelles conséquences, d'après vous, concernant les traumatismes vécus par les soignants au sens large, face au tri des malades, le non-soin aux personnes âgées, l'angoisse de choper le virus et le transmettre, y compris à sa famille, qui est démultipliée par le manque de protection suffisante et aussi le risque de perdre... Pas, moi. Pardon. Alors, elle demande en gros quelles sont les conséquences sur les soignants. Quels traumatismes ils peuvent avoir les soignants face au manque de capacité, face au tri des malades. Vous n'entendez pas? Quelles sont les conséquences sur... Paf. Les conséquences sur rien. J'entends pas. Allez-y, réessayez pour moi. Pour les soignants, les conséquences pour les soignants. Ah, j'ai entendu. Pour les soignants face au tri des malades, face à l'angoisse de choper. Les conséquences sur... Bon, comme j'entends qu'à moitié, j'invente la suite, je peux vous répondre. Là, est-ce que c'est bon pour vous? Alors, les conséquences sur les soignants en ce moment, là, on est dans l'œil du cyclone. Donc, si vous voulez, on fait face et je pense que les gens se soudent et font un corps à plusieurs, ce qui est souvent le cas quand on est dans des moments de trauma ou de catastrophe. Les gens se serrent les coudes. Donc là, pour le moment, ça tient au prix quand même d'une agression de nos systèmes psychiques et sociaux à tous important. Le problème, ça va être quand la catastrophe va s'arrêter ou s'amoindrir, ces liens vont se distendre et dans cette distension, les gens risquent d'être plus isolés. Les soignants, là, tout ce qu'ils ont partagé risque d'être plus isolés. Et c'est à ce moment-là où, à mon avis, il va y avoir des risques de trauma, c'est-à-dire que le trauma, c'est pas tellement l'événement catastrophique lui-même, c'est après comment c'est repris et au niveau de la société et au niveau du groupe. Quand on va nous dire, par exemple, quand les politiques vont nous dire finalement ce que vous avez vécu, c'est pas si grave, puis vous en êtes bien sorti. Du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin tellement de mettre plus de moyens. Alors là, ça va faire du trauma parce que les gens auront pris sur eux pour vraiment que ça tienne, et puis ils vont être trahis par les leurs, être trahis par les siens, c'est l'État, le gouvernement, tout ce que vous voulez. Et donc, à mon avis, moi, c'est ça. Et puis, nous, en psychiatrie, vous voyez, là, les gens sont enfermés chez eux. Il va y avoir une 3e vague après la vague Covid. C'est le nombre de réhospitalisations, le nombre de personnes qui vont aller mal, parce qu'elles vont pouvoir de nouveau aller mal, parce qu'on va être de nouveau dans une situation normale. Vous voyez. Et là, les soignants seront épuisés, il faudra tenir bon. Et voilà, moi, c'est ce moment-là de bascule dans une situation plus normale, finalement, qui va, à mon avis, être le moment le plus à risque. Samar Jab, est-ce que vous voulez... Oui, je suis d'accord avec Mathieu. Et je pense aussi... La difficulté, ce n'est pas seulement parce que dans quel pays il était obligé à trier les patients.
aussi, de travailler sans l'équipement nécessaire, c'est très difficile pour eux et traumatisant. Aussi, les conditions de deuil qui sont différentes. Il y a beaucoup, ici en Palestine, c'est un élément qui apporte beaucoup d'angoisse, que les gens, ils sont très peur que s'ils meurent, et les rituels ne vont pas être respectés, les rituels normaux. Il y avait dans des autres, j'ai lu des choses écrites par des euh, soignants musulmans dans des pays européens ou un pays comme Sri Lanka, dans lequel tous les gens, musulmans ou non musulmans, étaient, il y avait la crémation pour tout le monde. Et c'est une expérience qui angoisse beaucoup de musulmans parce que les rituels sont différents, la personne décédée doit être enterrée. Il y a plusieurs aspects qui apportent beaucoup d'angoisse et beaucoup de trauma, je pense, pour les gens ordinaires et parmi eux, les soignants qui sont plus proches de ces expériences et témoignent des choses qui, quelquefois, ils ne peuvent pas partager par un grand public. Mais justement, là, en parlant du cas des personnes décédées, comment ça se passe, Mathieu Bellassem, en France avec, on a l'impression que c'est vraiment expédié maintenant les enterrements. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences pour les proches des victimes? Et est-ce qu'il y a un suivi des familles des victimes? Et je vais rajouter la question de Monira Moon, qui va un peu dans le même sujet. Elle demande si le gouvernement ne devrait pas proposer des mesures pour rendre gratuites les consultations psy en ce moment. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Si le gouvernement ne devrait quoi? Ne devrait pas, j'ai pas rendre gratuites les consultations psy. Oh bah, il devrait rendre gratuit toutes les consultations, en fait. Mais bon, non, en fait, moi, je pense que, si vous voulez, il y a le moment de l'enterrement qui est hyper compliqué, mais il y a quand même aussi le moment de la mort. C'est-à-dire que là, dans les hôpitaux, il n'y a plus de visites, dans les EHPAD, les maisons de retraite, il n'y a plus de visites, etc. C'est-à-dire que les gens meurent seuls. Et c'est ça qui est absolument terrible. C'est non seulement les proches ne peuvent pas être avec leurs parents, avec leurs proches pour l'accompagner dans ce moment-là. Donc vous imaginez quand on a laissé son proche mourir seul à l'hôpital et puis qu'on n'a pas pu lui dire des dernières paroles, quoi. En général, les gens décompensent de manière respiratoire, ça en est très vite à l'hôpital, et puis paf, plus de visite et ils disparaissent comme ça. Enfin, c'est vraiment une expérience terrible. Et après, vous imaginez, quand vous apprenez la mort de votre proche, vous ne l'avez pas vu, et puis que, en effet, c'est expédié les enterrements parce que pour des mesures où il ne faut pas trop de monde, etc., où les services funéraires, comme au moment de la canicule, sont pleins et tout ça, bien entendu que c'est super difficile. Alors, on le partage collectivement et je pense que ça, il faut que les gens puissent en parler, quoi. Voilà, et puis il faut qu'ils puissent en parler ensemble, les gens qui ont vécu la même chose, faut qu'ils puissent en parler socialement, que ça soit accepté par tout le monde, qu'on puisse parler de ça. Vous voyez, que nous, on a mis en place des permanences d'écoute téléphoniques, etc., pour, même pour les soignants des EHPAD. On a essayé aussi pour les proches, pour qu'ils puissent avoir un soutien psychologique téléphonique. Mais là aussi, c'est le téléphone, c'est pas la même chose que la présence réelle, quoi. Il y a des fois, serrer une main sur l'épaule, voilà, ça conforte, quoi. Ça fait pas revenir le proche, mais ça fait de l'effet, quoi. Du coup, voilà, il y a tout ça. C'est vrai que c'est terrible, quoi. Alors, j'avais une question d'ordre un peu plus général, en dehors du cas de l'épidémie qu'on est en train de vivre. C'est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus, donc le terme est sujet à caution, mais il y a de plus en plus de malades mentaux. Est-ce que c'est une réalité? Et si oui, quelles seraient les causes de ce constat? Est-ce que ce serait parce que le système capitaliste, raciste, rend aliénant, rend malade? Ou est-ce que c'est plutôt qu'on a une autre définition, un autre critère de ce qu'est être un malade mental, et donc ça amène à voir plus large? Comment vous pouvez expliquer ça?
Moi, ce que je peux dire, c'est que ça dépend où. Alors, c'est sûr que dans les gouvernants, en ce moment, il y en a pas mal. Des grands malades, mais vraiment qui ne reconnaissent pas leur maladie, qui sont dans un déni absolu. Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal en ce moment à Paris, et en France. Mais sinon, il y a une première ébauche de réponse, c'est la question des seuils. C'est-à-dire que si avec des outils comme le DSM, là, qui est cette bible soi-disant des psychiatres américains et qui a fait florès un peu partout dans le monde, où finalement chaque trouble peut donner lieu à une prescription, etc. Chaque symptôme donnait lieu à un trouble. En fait, si vous dites par exemple que si une personne a un trouble du sommeil une fois dans sa vie, il est considéré comme malade, forcément, vous avez 100% de la population qui rentre dans ces critères. Bon. Et du coup, là, il faut vraiment distinguer ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les maladies un peu canoniques, entre guillemets, la schizophrénie, les troubles bipolaires, enfin, la psychose maniaco-dépressive et toutes ces choses-là, l'autisme, c'est assez stable. Sauf quand il y a des facteurs environnementaux qui viennent, notamment des pollutions ou des choses comme ça, qui viennent augmenter les troubles. Hein. Par exemple, les troubles autistiques ont été augmentés avec la prescription de dépakine chez les mères. Du coup, il y a plein de bébés dépakine, dépakote là, qui sont nés avec des troubles autistiques. Bon. Dans ces cas-là, c'est assez stable. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance psychologique, de la détresse, c'est au fur et à mesure pathologisé. Par exemple aussi pour les enfants. Dès que vous avez un enfant qui ne tient pas en place à l'école, vite, il va être considéré comme hyperactif et vite, on va lui prescrire le traitement qu'il faut avec. C'est-à-dire que la tolérance sociale à l'écart avec la norme est moindre pour tout un tas de raisons, parce que la société est moins accueillante, parce qu'il faut vendre voilà, parce que tout ça. Donc, si vous voulez, c'est la même chose pour ce qu'on a appelé les problèmes au travail, quoi, la souffrance au travail. Si vous abaissez les seuils de souffrance, forcément, vous avez plein de gens. Et puis, vous avez aussi des épidémies, c'est-à-dire que la souffrance au travail, par exemple, plutôt que de se dire c'était la souffrance du management et qu'il y a un trouble du management, non, on a individualisé, on a psychologisé, on a psychiatrisé ça en disant c'est l'individu qui a un problème par rapport à une organisation de travail. Ben non, c'est l'organisation de travail là qui a un problème avec les individus et qui les rend cinglés, vous voyez, qui les rend suicidaires. Donc voilà, c'est assez large quoi, comme possibilité de réponse. Ça marche, Jab? Déjà, il y avait une recherche publiée dans le Lancet qu'il s'agit de prévalence de troubles psychiatriques dans les pays de crise politique. Ça inclut la Palestine, mais pas seulement sur la Palestine. Il a conclu que la prévalence est 22,1%. J'ai regardé la méthodologie utilisée. C'est une recherche basée sur un rassemblement de plusieurs recherches qui étaient faites. Et je connais les recherches qui étaient faites en Palestine. Et je pense, dans la méthodologie de ce genre de recherche, ils ne font pas la différence entre la souffrance, l'oppression et l'injustice. Et il y a beaucoup de gens qui sont des victimes de souffrance, oppression, injustice et malheur qui peuvent être mal diagnostiqués comme malades mentaux. Et je pense qu'il y a une influence politique pour calmer ces gens, pour voler la crédibilité de ces gens qui peuvent verbaliser leur voix contre le système politique, l'injustice. Et quand on dit qu'ils sont traumatisés, ils sont malades, et ils sont des patients psychiatriques, déjà ça silence beaucoup de voix. Et alors, je ne sais pas s'il y a une augmentation ou non, mais je sais que
l'oppression et l'injustice, elles peuvent faire beaucoup de souffrance et ça peut être mal compris comme maladie mentale. Eh ben, justement, pour rebondir sur ce constat, euh, est-ce qu'on est tous égaux face à la maladie mentale? Est-ce que on est tous susceptibles d'être malades mentalement? Est-ce qu'il y a pas, est-ce que ça peut pas changer selon si on est des classes populaires, si on est victime de racisme? Est-ce que ça peut pas aussi jouer dans le fait d'être atteint d'une maladie mentale? Qui veut commencer? Ça marche? Ouais, Bien sûr. je veux bien, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, vas-y. Trop de politesse. Bon, j'y vais. En fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'il peut y avoir et des facteurs protecteurs et des facteurs non protecteurs dans différentes dimensions. Ce qui est sûr, c'est que les inégalités renforcent le mauvais accès aux soins et renforcent aussi le fait que quand vous n'avez pas de fric, bah forcément vous allez aller moins bien pour tout un tas de raisons, parce que le quotidien est beaucoup plus dur. Donc les inégalités sociales et le fait de ne pas avoir beaucoup de quoi vivre, ça va générer une vulnérabilité par rapport à la pathologie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je reçois plein de gens qui sont dans une précarité très grande, qui sont en train de perdre leur boulot, forcément, il y a de quoi déprimer dans ces situations-là. Après, là, vous dites les quartiers populaires et tout ça, peut-être aussi, il y a des solidarités aussi qu'il n'y a pas dans les milieux plus bourgeois, individualistes, etc. C'est-à-dire que là aussi, faut voir un petit peu, on ne peut pas avoir de réponse en fait générale. Il faut voir dans quel lieu on se situe. Si vous vous situez dans un lieu où il y a beaucoup de solidarité, eh ben, ces facteurs de vulnérabilité-là, ils vont être tamponnés, tempérés, voire ils vont être améliorés par le fait qu'il y a de la solidarité. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous tombez malade et que vous êtes pauvre, que vous êtes dans des lieux de relégation et tout ça, eh ben, ça va être beaucoup plus dur la vie, quoi. C'est-à-dire que déjà faire valoir vos droits, ça va être plus dur, le renouvellement de vos droits, le fait d'avoir accès à des services publics, d'avoir accès à des services de santé, etc. Vous voyez, tout ça, ça va complexifier les choses. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on lutte contre cette santé, non pas à 2 vitesses, mais à 15 000 vitesses, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que la santé, ça soit ouvert, accessible à tout le monde, et puis qu'il y ait une hospitalité, un accueil inconditionnel, quoi. Sinon, à partir du moment où vous faites du tri et où vous triez les gens en fonction de ce qu'ils gagnent, machin, vous êtes foutus, quoi. Voilà. Ouais. Ça marche, Jacques? Je pense qu'il y a 2 considérations ici. Il y a dans quelques groupes, quelques contextes, quelques cultures, et il y a une définition de maladie ou de trouble psychiatrique qui est liée à ce contexte. Par exemple, quelquefois dans mon cabinet, je reçois des gens qui veulent changer leur religion ou qui veulent se marier avec quelqu'un de l'autre religion ou des gens qui sont malheureuses avec leur genre, qui veulent changer le genre. Alors, il y a une définition, il y a un point de vue culturel ou contextuel qui influence. Quelquefois, des activistes politiques, des militants politiques peuvent être identifiés comme malades par le contexte, par les gens autour d'eux. Et il y a aussi une autre considération qui s'appelle Social Determinants of Health, les déterminants sociaux de la santé. Par exemple, si on parle de la diabète, de la maladie, la diabète, si quelqu'un il a une condition de vie, 2 personnes qui sont diabètes, mais quelqu'un il profite des conditions de vie qui sont mieux, une salle de sport, légumes, fruits, des boissons qui ne sont pas sucrées, ils peuvent la santé, la prognosis de sa santé va être mieux. En Palestine, on n'a pas seulement la déterminant social de la santé, mais il y a aussi des déterminants politiques de la santé. Et je parle de la santé en général, mais ça touche plus aussi la santé mentale. Par exemple, à Gaza,
il y a des femmes qui souffrent d'un niveau, un niveau très bas et très curable de cancer de sein. Mais parce qu'ils sont liés aux membres de famille qui sont blacklisted, ils ne peuvent pas sortir de Gaza pour être soignés. Alors, leur situation, ça se dégrade beaucoup. Ici, il y a une considération politique, un déterminant politique qui fait beaucoup de mal pour les conditions de santé. Et si on parle plus précisément de la santé mentale, en Cisjordanie, on a 22 psychiatres. À Gaza, on a 10 psychiatres. Et pour une population de 3 millions en Cisjordanie, 10 millions à Gaza. Et on a très peu de gens qui sont des psychologues cliniciens. Alors, le manque de ressources, le manque d'argent investi dans la santé mentale, ça, bien sûr, crée plus d'impact et impact grave sur la santé mentale des gens. Et alors, il y a la définition contextuelle, il y a la santé, la considération, la déterminant politique et social qui joue un rôle. Alors, vous avez des obligations. Je vais faire une dernière question qui sera de conclusion. Comme ça, on finira l'émission sur ça. En fait, ça va être 3 questions, mais qui vont servir de conclusion. Il y a une question pour chacun et une question générale. Il y a Sherazade qui demande, question pour le docteur Mathieu Belhassen, comment peut-on aider les soignants maintenant et après le confinement? Il y a une question du même genre pour vous. Alors, je la retrouve pour vous, docteur Samarjab, qui demande, quels sont les besoins les plus urgents à faire parvenir en Palestine? Comment sont acheminées les aides et les aides de première nécessité avec le contexte actuel? Et enfin, une question pour tous les deux, qui est qu'est-ce qui peut permettre de garder espoir et de préserver sa santé mentale malgré les infos fatalistes, les morts, les maladies? Qui veut commencer sur sa conclusion? Peut-être je commence avec la dernière question. Ouais. Et l'autre question, pour moi, c'était trop rapide. J'ai besoin de le réentendre, si possible. Alors, je pense, pour répondre à la dernière question, c'est le sens que les gens font de leur expérience. Quel sens ils donnent à leur expérience? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, qui peuvent mitiguer et diminuer l'impact. L'aide sociale, l'altruisme, la solidarité, l'aide du gouvernement pour aider les gens à dépasser le dommage économique. Tout ça, c'est utile. Mais finalement, les sens que chaque personne fait de son expérience, et ça peut aider les gens de traverser, je pense. Et avant que vous répondiez, Mathieu Belhassen, il demandait qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les Palestiniens là, en étant en France. Ah, qu'est-ce que les Français ils peuvent faire pour aider les Palestiniens? Oui, grosso modo, oui. Il faut répéter, il faut recommencer l'émission pour faire ça. Je pense c'est important de ne pas regarder les Palestiniens comme des gens qui seulement attendent l'aide. Les Palestiniens sont des peuples avec une capacité d'agir. Ils ont peu de moyens. Et c'est important de la solidarité avec les Palestiniens, mais en tout le temps respectant les choix des Palestiniens et leur capacité d'agir. Souvent, les peuples, je connais qu'il y a beaucoup de solidarité populaire avec les Palestiniens, mais même dans les pays où il y a une démocratie, la solidarité populaire, elle n'est pas traduite au niveau de dirigeants, au niveau d'actes politiques de leur pays. Alors, c'est important de travailler pour la Palestine dans vos pays en essayant de traduire cette solidarité populaire au niveau politique et de ne pas être complicite
comment on dit complicite, de ne pas être complice sans savoir dans le soutien de l'occupation de la Palestine. Et pour vous, Mathieu Bellassem, la conclusion est donc sur les deux questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnels soignants? Quelles sont les notes d'espoir qu'on peut pour garder une santé mentale? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Je rajoute pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire une fois le confinement terminé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la première, qu'est-ce qu'on peut pour aider les soignants? Il faut absolument se révolter. Et puis absolument qu'à la fin du confinement, là, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, que sur les voies démocratiques habituelles, là, on arrête les conneries et puis qu'on confond. La deuxième chose, c'est revoir le cycle de fond en comble, c'est-à-dire là ce que vous avez dit sur comment articuler ce qui se passe localement au niveau des gens et comment on peut instituer macropolitiquement les choses. Bah oui, c'est ça notre grand défi pour la suite. Donc pour aider les soignants, il ne faudra pas oublier ce qui s'est passé. Il faudra absolument qu'on change de système et que notre système soit beaucoup plus accueillant et ne compte pas ses sous pour tout un tas de choses fondamentales pour vivre et pour avoir une existence digne. Voilà, ça c'est à mon avis la première chose. La deuxième chose, vous pouvez continuer les applaudissements, mais moi je rajouterais quand même de huer absolument notre gouvernement et tout ce qui et toutes leurs saloperies du moment. Bon, pour préserver sa santé mentale, je pense qu'il faut pas trop quand même. Dire, vous pouvez pas être scotché à la télé tout le temps, je pense que c'est pas mal. Et puis je pense aussi de se concentrer sur qu'est-ce que localement, là où on est, comment on peut faire des choses qui sont peut-être très minimales, qui sont peut-être des petits riens, de l'infiniment petit, mais c'est avec l'infiniment petit, voilà, avec des grains de sable qu'on fait des plages. Donc faisons toutes et tous des petits grains de sable. Et puis la dernière question, j'ai oublié, c'était quoi? Vous m'avez posé une dernière question, mais j'ai oublié. Ah bah il a quitté la conversation. Enfin, voilà, il n'y aura pas de réponse. Elle va revenir, je pense. Oui, ça m'a disparu. il a disparu. Elle a disparu. Bon, Salma, on est seul, voilà, ça y est. Je ne sais pas si... C'est un plaisir de faire votre connaissance. Pareil, j'ai beaucoup aimé votre livre quand même, parce que c'est une collègue à moi qui me l'a prêté, et je l'ai lu, et j'ai beaucoup aimé votre livre, donc je voulais vous remercier pour ça. Voilà. Merci à vous, c'est très bien. J'entends plus rien. On a... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le réinviter ou quoi? Écoutez, je ne sais pas. Peut-être qu'il va revenir. Et vous habitez où? À Paris ou ailleurs? Je suis dans le 9-3, c'est pour ça que la connexion est pourrie. Là, il y a Stella, qui est l'éditrice de La Fabrique, qui m'a envoyé des textos en disant « Ah, en Palestine, il n'y a pas de problème, la connexion marche bien, au lieu qu'en région parisienne, c'est de la merde. » Donc oui, alors le 9-3, soit tous les gens sont connectés en même temps, soit la fracture numérique atteint les territoires de la Seine-Saint-Denis aussi. Ah, il y a Wissam qui revient, c'est incroyable. Ok. Il revient. Mais on a bien géré sans lui, il faut le dire. Ah ouais. Bon, voilà, non, mais lui aussi il doit être dans le... Lui, ça... Bon, ça marche pas. Pardon, je suis là, désolé pour cette petite coupure. Je suis là. Du coup, on a parlé, on a continué. D'accord. Vous avez fini votre conclusion, c'est bon? Je suis désolé de l'avoir. Je trouve que j'avais oublié la dernière question, mais c'est pas grave. Mais... la question, c'était qu'est-ce qu'on doit faire juste après le confinement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire la fête, il faut commencer par là, essayer de revoir les gens en vrai, de les embrasser, de les serrer dans les bras, de leur taper dans les mains et tout ça, et puis ne pas oublier, et puis se mobiliser encore plus, mais dès maintenant, il faut commencer dès maintenant, et voilà, je pense que là, on va pouvoir faire des manifs en vrai, et on va pouvoir se revoir tous en vrai, donc il va falloir en profiter vraiment beaucoup. Pas se contenter des applaudissements. Ça marche? Non.
si je peux ajouter aussi, Oui. c'est pendant le confinement, il ne faut pas oublier nos objectifs de long terme. Il ne faut pas oublier tous les choses, les objectifs qui font de sens pour notre vie. Il ne faut pas faire beaucoup de zoom into confinement et cette épidémie et oublier la suite. Ça marche. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Je suis désolé pour les petits soucis techniques. C'est les aléas du direct en live. Merci Mathieu Bellassène. Merci Samar Jabr. Alors, je n'ai plus mes notes, donc il fallait que j'annonce quelque chose pour jeudi. Donc, je vais essayer de faire en impro. Alors, déjà, merci aux auditeurs qui nous ont suivis. N'hésitez pas à continuer à partager la vidéo, à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune émission. Il y a beaucoup d'émissions là qui vont arriver parce qu'il y a vraiment plein de problématiques qu'on veut soulever, notamment les prisons, le cas du Maghreb. Jeudi, on va parler de l'Afrique subsaharienne, le cas de la pandémie en Afrique subsaharienne. Et on aura notamment comme invité Achille Membe. Donc, très content de le recevoir. Et donc, voilà, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de La Perme jeudi. Et quant à vous, je vous dis bonne soirée et encore merci à vous deux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.